Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous nous demanderons comment adresser la clientèle chinoise en matière d'art contemporain. Une question que nous poserons à Caroline Boudehen, cofondatrice et directrice associée de C'est Contemporaine, mais aussi auteure du livre Boom de l'art contemporain en Chine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la gestion des fonds patrimoniaux. Faut-il faire évoluer cette gestion? C'est une question que nous poserons à Alain Forclat, député CIO multi-asset chez Lombard Odier Investment Manager. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille? Alors on commence par plusieurs préemptions qui ont été réalisées par le musée du Louvre. Une première réalisée pour le département des sculptures, Une Vierge et l'Enfant de Michel Colombe. Michel Colombe qui est un peintre français du XVe siècle de l'école de Tours. Cette sculpture est en terre cuite, elle a été réalisée vers 1500 et on l'a retrouvée à l'époque sur le tympan de la porte d'entrée de la chapelle d'un château qui s'appelle le château de Lacarte, situé à Ballon-Miré en Indre-et-Loire. Cette sculpture pour le Louvre occupe une place importante dans l'histoire de la sculpture de la Renaissance française, selon le communiqué du musée. L'originalité et la vivacité de la représentation, l'intensité de la relation entre la mère et l'enfant qu'elle allaite, la monumentalité et la dignité de la figure de la Vierge, la qualité des détails en font une œuvre unique et fascinante. Et la statue a d'ailleurs été reconnue au titre des monuments historiques en 1976 afin d'éviter son exportation. Elle est restée ainsi dans la même collection privée depuis jusqu'à cette préemption actuelle. Cette acquisition a été réalisée lors d'une vente publique à l'hôtel Drouot qui a été menée par Rémi Le Fur et associés et elle a été adjugée pour plus de 4 600 000 € avec frais. Et ça n'est pas, Sybille, la seule préemption qui a eu lieu dans cette vente. Effectivement, le Louvre a aussi acquis un rare dessin recto verso de Francisco de Goya. Ce sont des pages au lavis de sépia qui montrent une toute première illustration de la thématique des sorcières très chère à Goya. Et l'œuvre est partie pour plus de 1 900 000 €. Ouais, un petit peu plus que, effectivement, 1000 €. Toujours dans les ventes aux enchères de la semaine, Sybille, la collection de Denise René est partie à des prix qui dépassaient les estimations. Effectivement, et ce sont 100% des lots qui ont été vendus de la succession de Denise René. Une centaine d'œuvres occupaient la vente, toujours chez Drouot, mais cette fois-ci réalisée par la maison de vente Digard Auction. Alors Denise René est une galeriste qui est née en 1913, elle est décédée en 2012, donc elle a ainsi un très large spectre de l'art contemporain, de l'histoire de l'art, et elle est à l'origine de la découverte de pionniers de l'abstraction géométrique et de l'art cinétique. Elle était une des premières à présenter des œuvres de l'artiste Victor Vasarely. 1955 était une date phare pour elle parce que c'était l'exposition Mouvement qui a fait date durant ce siècle. Elle a présenté une génération d'artistes avec Agam, Soto, Bury, Tinguely, Jacobson, Duchamp, Calder, et elle était aussi à l'origine des premiers accrochages de Mondrian dans les années 50. Et c'est tout ce parcours qu'on voit à travers la vente de sa collection à Drouot. Il y avait notamment les pièces majeures de Jean Tinguely comme Métamorphose 2, qui est parti pour plus de 900 000 € avec frais. Il y avait des œuvres beaucoup plus basses qui étaient vendues pour seulement quelques milliers d'euros pour certains dessins de Juan Gris ou Jean Harpe. Et puis ça allait autour de 50 000 € pour les œuvres de Eula Chapoval, Jean Devanne ou Julio Leparc. Et alors, Sybille, derrière la vente de cette collection, il y a également une histoire de famille, puisque la vente n'était pas soutenue par toute la famille de la galeriste. Effectivement, il y a un communiqué qui a été très très clair, qui a été publié par le directeur de la galerie, qui est aussi le neveu de Denise René. Il indique « Ni la galerie Denise René, ni moi-même
ne sommes en aucune façon à l'origine ou partie prenante de la vente intitulée Succession Denise René, organisée prochainement à l'hôtel Drouot. Et selon les informations de The Art Newspaper, la succession de Denise René a été acceptée par un juge et par l'autorité de l'administrateur judiciaire pour ainsi payer les droits de la succession. Cependant, Denise René aurait souhaité transmettre sa collection à un musée français et notamment surtout garder l'unité de sa collection. Donc effectivement, après cette dispersion, la donation risque d'être un peu plus compromise. On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine, Sybille. La liste Power 100 a été publiée par Art Review. Exactement, Art Review a publié l'édition 2022 de la liste Power 100 qui est censée établir un classement des personnalités les plus influentes de l'art de l'année. En première place, on retrouve surtout le collectif Ruan Grupa, qui est un collectif d'artistes basé à Jakarta et qui était directeur artistique de la Documenta 15. Cet événement artistique est réalisé tous les 5 ans et il fait régulièrement polémique pour les questions très politiques qu'il soulève. Et justement, Art Review place ce collectif en première position parce que c'est une entité qui donne à l'art une pertinence sociale selon leurs termes. En deuxième position, on a Cécile Alemany qui est la curatrice de la 59e Biennale de Venise. Puis on remarque surtout que les méga-galeristes et représentants de musées sont toujours présents mais à des rangs inférieurs. Peut-être une manière de remettre en cause la force des institutions. Côté français, on a Emmanuel Parotin, Kader Attia, commissaire de la Biennale de Berlin, et enfin Guillaume Desanges, qui est président du Palais de Tokyo, qui fait son entrée à la 77e place. Merci beaucoup, Sybille, et nous avons le plaisir de recevoir à présent ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Caroline Boudehen. Bonjour Caroline Boudehen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes journaliste, vous êtes cofondatrice de C'est Contemporaine, vous êtes également directrice associée de C'est Contemporaine et vous êtes auteur d'un livre Boom de l'art contemporain en Chine. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est si on parle de boom de l'art contemporain en Chine, c'est que ça fait référence à un marché qui est plus récent que les autres, le marché chinois en matière d'art contemporain ? Oui, voilà, exactement. En fait, l'art contemporain est présent en Chine depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années. Mais c'est pendant les 5-6 dernières années qu'il s'est vraiment révélé. Et je parle effectivement de boom parce que ce n'est pas arrivé au goutte à goutte. C'est-à-dire que sur 3-4 ans, on a vu des musées éclore un petit peu partout dans le pays. Des galeries, des lieux hybrides aux 4 coins de la ville. Enfin, quand je dis la ville, c'est plutôt Shanghai. Moi, j'étais basée là-bas, mais c'était un petit peu la même chose à Pékin et Shenzhen. Voilà. Et tout ce qui se passe politiquement en ce moment, ça ne va pas avoir trop de conséquences sur ce boom ? Alors ça, c'est à voir. Si, bien sûr. Je pense, notamment lié aux fermetures de lieux, puisque c'est toujours très, très tendu. Les lieux ouvrent, les lieux ferment. On l'a vu avec les dernières foires d'art contemporain à Shanghai il y a 2 semaines. Elles ont ouvert une journée en preview et elles ont fermé, puisqu'un cas de Covid avait été détecté. Donc, si, je pense que... Et là, quand une foire ferme, elle ferme totalement ou à distance quand même, ou de manière digitale, on peut... Non, de manière digitale, bien sûr. Oui, d'accord, oui, c'est ça, mais physiquement, c'est fermé. Physiquement, c'est fermé. Donc, les stands étaient quand même loués, achetés... Donc, c'est quand même des impacts économiques assez conséquents, effectivement, pour les galeries en question. Quelque chose de très fort que vous décrivez dans votre livre, c'est du coup tout le lien qu'il y a entre l'art contemporain et le luxe. C'est quelque chose qu'on comprend peut-être un peu moins en tant qu'Européens. Est-ce que vous pouvez nous décrire en fait ce qui se passe, ce qui a été créé comme lien entre ces 2 mondes en Chine ? Je pense que de toute façon, d'une manière assez globale, le luxe et l'art ont une grande histoire ensemble. Maintenant, ce qui se passe... le luxe a toujours été un grand mécène de l'art contemporain. Maintenant, ce qui se passe en Chine, c'est que le mécénat a dû s'adapter. Il s'est adapté parce qu'il ne s'agit plus en fait de conforter une élite, mais il s'agit d'engager les natifs. Donc ces fameuses générations Gen Z et Millennials qui ne fonctionnent plus du tout comme leurs parents. Et c'est très vrai en Chine. C'est une génération à part qui est, comme on le sait, ultra connectée, qui fonctionne avec le digital, qui fonctionne en groupe et qui ont des codes complètement différents. Donc le luxe s'est adapté. Et au-delà de la simple collaboration artistique, on peut voir en Chine il s'agit maintenant de nouvelles notions comme j'explique dans mon livre, le Q-Retail, qui est un mot hybride qui se compose de to curate, donc une exposition en anglais, donc organiser une exposition, faire la scénographie d'une exposition, et du mot retail, qui est donc la vente de produits au détail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Q-Retail ? Ça veut dire montrer en fait ces produits
puis organiser en fait la vitrine de son magasin ou ce qu'il y a à l'intérieur à la façon d'une exposition artistique. Donc il y a 2 façons de le faire. Il y a en boutique, partout dans la ville, les boutiques se transforment. Et il y a aussi les grandes expos des marques de luxe qui, à travers des grands thèmes, subliment leur image en y engageant de l'art contemporain. Donc ça donne des grandes expositions comme The Artist is Present de Gucci, Voler, Voyager, je ne le dis pas dans le bon ordre, c'est Voler, Voguer, Voyager de Vuitton, qui était une expo itinérante d'ailleurs. Donc ce sont des expos spectaculaires, vraiment, et on y incorpore vraiment une façon de mettre les produits à la façon d'une œuvre artistique et d'une façon très immersive également. Et ça, on le voit, pardon, mais on le voit que sur le sol chinois ? Ça vient aussi maintenant en France, mais moi, je l'ai beaucoup vu là-bas. Et cette notion de Q-Retail qui est complètement exploitée, mais dans la vie quotidienne également, ça, c'est très, je pense que ça, c'était très chinois quand c'est sorti. Et quoi d'autre ? Ça, ce sera vraiment une manière pour eux... Enfin, on va quand même appeler ça une exposition. Et c'est une manière pour rendre l'art populaire. C'est vraiment aller chercher le nouvel acheteur, en fait, parce que finalement, il faut renouveler sa clientèle. C'est ça, et puis surtout, ce sont des acteurs hyper importants du marché, que ce soit pour l'art ou pour le luxe. Donc, il faut s'adapter. Donc, c'est un gros challenge pour les marques en Chine. On revoit les notions de désirabilité. C'est plus les mêmes façons de séduire un public, et surtout, ce sont eux qui font, je dirais, ce sont eux qui font le marché, en fait, quelque part. Donc il faut s'adapter, il faut trouver de nouveaux moyens, et c'est, comme je le disais, une génération très, très digitalisée. Donc, comment on fait revenir un public dans des lieux en béton ? Eh bien, ce sera l'expérience. Donc, ces grandes expositions, c'est pareil, on parle vraiment d'expérience. C'est des générations vraiment qui ont une exigence sur ça. On va voir une expo pour la tester, on a envie de s'y amuser, on veut la découvrir. Oui, c'est ça, il va falloir apporter du divertissement, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, l'art est très décomplexé. Et le luxe aussi, d'une certaine façon. Et l'art, ce qui a gagné aussi là-dedans, c'est quelque part se démocratiser, mais en conservant une certaine exclusivité que le luxe garantit, en règle générale. Donc c'est un bon win-win, en fait. Et vous dites que ce seront les nouveaux acheteurs, et du coup, eux, ils sont intéressés par quoi aujourd'hui ? Par quel type d'art ? C'est de l'art chinois, ou ils seront encore intéressés par des œuvres, comme on a connu des ventes où ils vendaient des œuvres d'artistes européens Alors, je dirais un peu les deux, même si la majorité des acheteurs... Alors, voilà, quand on parle d'art contemporain en Chine, les principaux acheteurs d'art contemporain, les principaux collectionneurs ont entre 25 et 35 ans. Donc, ce qui est très jeune. Par rapport à ce qu'on connaît ici. Exactement. Et ils ont les moyens entre 25 et 35 ans ? Donc, ils ont les moyens. C'est pour ça. Ce sont des générations très spéciales qui ont bénéficié de l'aisance financière de leurs parents. Donc, pour la principale majorité ont été étudiés à l'étranger, donc se sont ouverts aux influences étrangères et ont une culture assez globale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent en Chine ? Eh bien, évidemment, la culture qui leur parle le plus, c'est pas forcément la culture chinoise, ce sera la culture populaire, pop, et de l'héritage occidental. D'accord. Donc, quand ils ont, donc les premiers achats d'œuvres d'art contemporain, évidemment, ce sont des artistes étrangers qui remportent la palme, et surtout ceux qui sont liés à d'autres domaines comme la mode, la musique, le hip-hop, donc culture plus populaire. Ouais, ce sont des générations très fans de Kaos, par exemple, de Daniel Arsham, ce genre d'artistes, pardon, et qui proposent également des séries limitées. Donc c'est aussi une première façon d'acheter. Et puis ensuite, on a les mécènes, ce que j'appelle les mécènes, des collectionneurs un peu plus aguerris, qui ont déjà des collections, qui ont pareil, la trentaine en termes d'âge, et qui vont, une fois abattis et s'être aguerris en tant que collectionneurs, s'intéresser à la scène locale pour la mettre en valeur. Voilà. Oui, parce que dans votre livre, vous parlez souvent d'acheteurs chinois qui vont s'intéresser vraiment aux arts qui vont faire référence à l'histoire, aux traditions chinoises, et du coup, ça, ce sera plutôt des acheteurs un peu plus âgés que vraiment les 25-35 ans. Alors oui, en fait, c'est plutôt une phase, je dirais, chez les artistes. Le nouvel intérêt porté aux traditions et aux valeurs traditionnelles, au savoir-faire, c'est plutôt côté artistes qui repartent finalement à la recherche de leurs origines. Parce que pareil, génération aussi qui a été coupée au niveau de la transmission culturelle avec la révolution culturelle, tout simplement. Il y a un manque, il y a un vide. Et donc ce désir de retrouver ces racines, de les rechercher à travers les savoir-faire des minorités, ça c'est une grande tendance qu'on voit se dessiner en Chine, du côté des artistes.
Et là, il y a quand même beaucoup d'artistes qui parlent de sujets politiques, sociaux. Est-ce que apporter ce genre d'art, quand on est un galeriste international en Chine, on va tout de suite être face à une censure et une population qui va aller à l'encontre de ces œuvres, ou justement la population jeune va vouloir voir autre chose que ce qu'on peut leur présenter sur leur territoire? Alors, je dirais, la censure, elle a toujours existé en Chine. Donc, en fait, quand on crée en Chine, on la connaît. C'est une censure politique, c'est une censure au niveau de la sexualité. Donc, oui, non, la censure est toujours très forte en Chine. Après, les artistes chinois vivant en Chine le savent et en jouent. Et c'est comme j'expliquais beaucoup. C'est pas parce qu'on est un artiste vivant dans un pays où, vu de l'extérieur, on devrait porter un engagement sur la liberté, etc. Les artistes ont le droit de parler d'autres choses également. Et voilà, on a le droit aussi de peindre un rapport au monde différent, que ce soit en termes d'écologie, d'environnement ou de simples questions d'artistes qui sont beaucoup plus globales ou plus abstraites. Voilà. Merci beaucoup Caroline Boudehen d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice associée de C'est Contemporaine. Vous êtes également auteur du livre Boom de l'art contemporain en Chine. Merci également Sybilla Oudjan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine pour l'art à la une. Merci à toutes les deux et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, avec une question centrale qui va nous animer. Comment aborder la gestion des fonds patrimoniaux et surtout, faut-il faire évoluer cette gestion? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alain Forclat, député CIO multi-asset chez Lombard-Odier Investment Manager. Bonjour Alain Forclat. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer évidemment les notions de performance des marchés financiers via le prisme des fonds patrimoniaux. Peut-être un petit mot rapide quand même sur le constat qu'on peut faire sur l'évolution des marchés cette année, même si l'année 2022 n'est pas tout à fait finie. Alain Forclat. Écoutez, il y a effectivement, c'est une année qui va rester dans les annales à plusieurs égards. Et je dirais qu'en premier lieu, il y a la performance des classes d'actifs. Avec des actions en baisse, des obligations en baisse, et ça c'est un phénomène, disons, nouveau, on va dire, en tout cas à certains égards la pire année depuis 100 ans. On a un graphique qui illustre effectivement ce que vous nous dites. Oui. Exactement, et puis également aussi ce qui est important, surtout pour nous qui regardons le risque, c'est que quand on regarde la performance ajustée du risque, on est vraiment dans des territoires un peu nouveaux. En particulier pour les obligations, quand on regarde la perte des obligations cette année, ajustée de la volatilité, c'est 3 fois la volatilité. D'accord. Qui historiquement est nettement supérieur au normal, alors que de ce point de vue-là, les actions, la perte des actions cette année est plus normale, si vous voulez, par rapport au niveau de risque de la classe d'actifs. Pourtant, on entend partout que bond is back, mais donc il y a quand même de la volatilité qui cache un petit peu la tendance qu'on voit actuellement. Alors, bond is back, c'est aussi parce qu'on a eu la baisse dont on vient de parler, d'accord ? Oui. Donc, et je pense que le problème principal avec les obligations cette année, c'est qu'elles n'ont pas fourni la diversification auquel on s'était habitué. D'accord. Cette décorrélation des marchés obligataires qui permettait de compenser la performance des marchés actions. Et ça, c'est un phénomène nouveau qu'il faudra prendre en compte désormais. Donc il faudra regarder de manière plus précise la volatilité des actifs sur lesquels on aura envie d'investir, et notamment dans la durée. Voilà, il y a ça, clairement, c'est un aspect important pour nous de considérer la volatilité comme un élément important. Et puis repenser aussi l'allocation. Parce qu'aujourd'hui, vous évoquez la gestion des fonds patrimoniaux, c'est un point important, puisque aujourd'hui, cette année, ce qu'on voit, c'est que l'allocation n'a pas eu vraiment un impact quelconque sur la performance. Je m'explique. D'accord. Que vous ayez eu 20% d'actions ou 80%, aujourd'hui, vous avez la même performance. D'accord. Alors, donc, des profils dits conservateurs, avec 20% d'actions, finalement, ont eu la même performance que les profils dits agressifs, dynamiques. Le risque n'a pas payé. Exactement. Et à l'inverse, la prudence n'a pas payé. Et la prudence n'a pas payé non plus, d'accord. Et donc, ça, c'est vraiment un comportement qui est tout à fait nouveau. Et quand on le lie au risque, effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces portefeuilles conservateurs, dont on attendait qu'ils tiennent la route un peu mieux cette année, ça n'a pas été le cas, mais en plus, leur risque a explosé. Et donc, ce qu'il veut dire aussi, c'est que certains des fonds patrimoniaux dits conservateurs ne pourront plus être considérés comme conservateurs. Donc, ça veut dire que si on veut continuer à gérer un fonds patrimonial, avec ce que cela implique, effectivement, peut-être une vision un peu plus conservatrice, un peu moins de risque, effectivement, il faut changer les règles du jeu, c'est ça? Il faut changer la recette? Tout à fait, exactement. La recette, c'est un très bon point. Donc, il faut distinguer, en fait, la recette
qui est l'allocation d'actifs, comment est-ce qu'on va déployer son portefeuille, comment est-ce qu'on va construire son portefeuille, ensuite de son dimensionnement, et le dimensionnement, lui, il va être une fonction de l'appétence au risque de l'investisseur. D'accord. Alors que historiquement, on avait appris un peu à mélanger ces deux notions. Voilà, on ajoutait un peu plus de l'obligation pour les profils consommateurs et on mettait plus d'accent pour les profils dits croissance. Ça va changer de notre point de vue. C'est vraiment un des enseignements de cette année. L'allocation n'est pas synonyme de risque. Donc il faut utiliser un vecteur très simple pourtant, qui était là tout le temps, c'est les liquidités, le cash, comme classe d'actifs à proprement parler. Donc, ne pas investir, c'est investir, c'est ça? Exactement. Donc, le cash est une poche d'investissement comme les autres au sein d'un portefeuille. Tout à fait, exactement. D'accord. Donc, lorsqu'on veut prendre moins de risques, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'exposition à des classes d'actifs dites risquées, les actions, les matières premières, le crédit high yield, par exemple. Elles ont leur place, ces classes d'actifs, dans tout portefeuille. Par contre, il faut les distiller avec peu ou plus ou moins de volume. De volume, oui, c'est ça. Dans le portefeuille. Et alors, quand on parle de volume, alors on est dans le dimensionnement du portefeuille ou dans la recette du portefeuille? Dans le dimensionnement. Dans le dimensionnement, voilà. D'accord. La recette, si vous voulez, c'est quelque chose qui va être... à la fois, il y a des éléments stratégiques. Donc, par exemple, cette année, on a vu que finalement, les matières premières, c'était un élément diversifiant, c'est un des rares qui a bien performé. Ça, c'était simplement parce que c'était des classes d'actifs qui sont sensibles à l'inflation. Et donc, il faut, malgré le fait qu'on n'a pas eu d'inflation pendant 10 ans, finalement, il en fallait un peu. Il fallait toujours prévoir ce scénario pour être prêt à y faire face lorsque c'est revenu. Mais par contre, aujourd'hui, au-delà de ça, il y a vraiment la dimension de dimensionnement qui prend tout son sens aussi dans la gestion du risque. Donc, effectivement, pensez l'allocation de manière différente, puisqu'on ne pense plus qu'à l'allocation, on pense également au dimensionnement du portefeuille. Le cash devient un actif à part entière. Si on regarde un peu le contexte qui s'ouvre pour 2023, l'inflation est partie pour être toujours là. Le sujet banque centrale et hausse de taux n'est pas parti pour s'arrêter, au moins sur ce début, milieu d'année 2023, voire même toute l'année 2023, que l'on parle de la Fed ou de la BCE. Personne n'est capable de le dire à l'heure actuelle. On a en revanche des questionnements sur la croissance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, quand on est à la tête d'un fonds patrimonial, quand on doit continuer à faire de la gestion de fonds patrimonial. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Alors, très concrètement, on suit un processus. Bon, c'est ça qui est important, c'est de ne pas perdre les pédales et changer son fusil d'épaule à tout bout de champ, surtout après une année difficile comme celle-ci. Donc il faut rester sur des principes sérieux, solides, sur lesquels on peut se reposer. Et à cet égard, donc, je dirais qu'il faut distinguer justement certaines tendances un peu de vouloir faire du tactique et confondre tactique et stratégique. Donc, de notre point de vue, il y a une ossature, si vous voulez, de portefeuille qui fait du sens sur la durée. Il faut intégrer des éléments de long terme. Donc, le fait que le cycle macroéconomique, il comporte plusieurs phases. Il y a des phases de croissance, il y a des phases de ralentissement économique, ça peut être de la récession, ça peut être de la stagflation. Et justement, aujourd'hui, on est un petit peu, on ne sait pas très bien lesquels les deux va arriver. Il y a des phases de choc d'inflation qu'on vient de voir cette année. Il faut toujours, de notre point de vue, avoir quelque chose dans son portefeuille qui va être capable de bien se comporter dans une ou l'autre de ces phases. Sans vraiment prendre une vue aujourd'hui sur quelle sera effectivement la phase dans laquelle on va se trouver dans 3 à 6 mois. Et ensuite, tactiquement, effectivement, là, on peut se poser des questions sur quels sont un peu les tilts, si vous voulez, les paris un peu tactiques qu'on peut prendre aujourd'hui en compte. Bien sûr. Clairement, aujourd'hui, je dirais que, vous l'évoquiez, on est au devant quand même d'un ralentissement économique. C'est ce que les banques centrales veulent, puisqu'elles ont un problème d'inflation qu'elles doivent régler. C'est la solution, malheureusement, à un problème de l'inflation. Donc de ce point de vue-là, on pense qu'aujourd'hui, le risque, il est quand même dans les marchés actions. On a eu un rebond depuis quelques semaines, on va dire, qui est un rebond assez fort, mais qui est surtout drivé par du sentiment, donc des fondamentaux. Donc on est plutôt précautionneux sur les actions aujourd'hui. Je pense que sur les taux... Alors même que vous nous avez dit, effectivement, qu'on soit investi à 80% ou 20% en actions, ça ne changeait pas grand-chose. Effectivement, ça c'est vrai. Mais par contre, dans la recette, je reviens à mon analogie, dans la recette, il y a aujourd'hui, il y aura peut-être un peu moins d'actions. D'accord, ok, je comprends. Et donc ça c'est un point important aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc justement, je pense que c'est une période où il ne faut pas prendre trop de risques, si vous voulez, pas être trop audacieux, téméraire. On est dans une phase où il faut protéger le capital, surtout dans une gestion patrimoniale.
pour vivre un autre jour et peut-être attendre que des jours plus clairs. Pour autant, on imagine quand même que quand on doit gérer un fonds, il faut quand même justifier de certains investissements. On ne peut pas dire, écoutez, on investira plus tard en fonction d'un meilleur contexte économique, même si le cash est une classe d'actifs. Alors, c'est un excellent point. Je dirais là-dessus, effectivement, c'était plus difficile à justifier lorsque les taux étaient négatifs qu'aujourd'hui, lorsque on a des rendements quand même relativement intéressants sur le cash. D'accord, oui. Évidemment très fortement en dollars, un peu moins en euros, mais même en francs suisses, aujourd'hui, on a des rendements positifs. Donc cette question-là, elle est un peu plus facile à aborder. Mais enfin, néanmoins, ce que je dirais, c'est que à la fin du jour, on préfère quand même ne pas perdre d'argent que d'en perdre. Bien sûr. Donc, ça, les investisseurs reconnaissent, si vous voulez, que ne pas être investi, c'est une forme de décision d'investissement et qui finit par payer. Et donc, cette forme, finalement, ça peut paraître comme un outil très simple, mais comme je disais, sous-employé, précisément peut-être pas pour la raison que vous évoquez, c'est que voilà, on n'a pas toujours envie de justifier finalement on place l'argent qu'on nous confie dans finalement du cash. Je reviens sur le terme corrélation que vous avez employé. C'est vrai qu'on a vu cette année parfois des marchés actions et obligataires évoluer face à avoir la même réaction face à une même cause. Qu'est-ce qu'on fait quand on est gérant de fonds patrimoniaux? Où est-ce qu'on se réfugie dans ces cas-là? De nouveau, je pense que ça c'est vraiment véritablement aussi le risque majeur des fonds patrimoniaux parce qu'ils sont basés sur l'idée de diversification. Et clairement cette année, ça a été un gros challenge, d'accord. Et donc de nouveau à cet égard, le cash et les matières premières finalement ont été un peu les seules classes d'actifs qui ont apporté de la diversification. Ça c'est un peu, si vous voulez, dans les classes d'actifs un peu traditionnelles. Je pense qu'il faut aller justement là un peu plus loin. Il ne s'agit pas aujourd'hui de prendre une position sur est-ce que c'est la fin de la diversification entre obligations et actions. Bien sûr. C'est pas ça. C'est plutôt de dire qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire si ça ne marche pas. Et c'est là notre réflexion de dire, il y a d'autres choses qui peuvent nous aider. Il y a des classes d'actifs, des nouvelles classes d'actifs, des nouvelles technologies, si vous voulez, qui nous permettent de diversifier un portefeuille, comme la volatilité. La volatilité, aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est devenu un actif financier à part entière qui a une décorrélation, une corrélation négative avec le marché. Pourquoi? Parce que le marché, c'est des êtres humains, on panique lorsque les marchés baissent, et donc la volatilité augmente. Donc là, il y a une forme de décorrélation qui vient assez naturellement. Il faut pouvoir avoir le courage de s'intéresser à cette classe d'actifs et l'intégrer. Il y a d'autres formes de diversification comme ça qui permettent, comme je disais, de ne pas prendre une décision binaire sur les actions, les obligations, est-ce que ça va se revenir ou pas, mais plutôt continuer à réfléchir à comment est-ce qu'on améliore un portefeuille, une gestion, pour finalement délivrer ce qu'on recherche, c'est-à-dire une performance stable dans le temps, qui est l'objectif de la gestion patrimoniale. L'objectif d'un fonds patrimonial, effectivement. Merci beaucoup, Alain Forclat, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes Deputy CIO Multi-Asset chez Lombard Odier Investment Manager. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.